Bonjour à tous et bienvenue à Science on tourne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Israël Nizan, gynécologue et obstétricien aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et professeur des universités. Bonjour professeur. Bonjour. Alors tout de suite, sans tarder, je vous propose de regarder un film que nous avons réalisé ensemble et qui dure une demi-heure. Tout au long du film, vous pouvez poster vos questions et à la fin de ce film, nous retournerons au direct et professeur Nizan répondra à vos questions. Bon film et à tout à l'heure. Attention, science, on tourne. Aujourd'hui, Science on tourne est au CMCO, le Centre médico-chirurgical obstétrique à Schiltigheim, près de Strasbourg. Et nous allons y rencontrer le professeur Israël Nizan, qui est gynécologue obstétricien et professeur des universités. Le sujet du jour, l'éducation sexuelle des adolescents. Bonjour professeur. Madame. On a appris aux jeunes à traverser la rue en regardant à droite et à gauche pour ne pas se faire renverser. C'est beaucoup plus difficile de leur apprendre à entrer en sexualité sans en recueillir les écueils. J'ai choisi 3 généralités qu'en général les jeunes ne connaissent pas pour parler de sexualité. La première, pas de sexualité chez les animaux. Un chien qui sent une chienne en chaleur, il court derrière sa truffe, la chienne ne se laisse monter dessus que si elle est en chaleur, autrement elle ne se laisse pas faire. Plus vite c'est fait, retour à la niche. Chez les humains, c'est pas du tout comme ça. Nous rêvons les uns des autres, sans oser le dire, c'est de la sexualité. Nous fantasmons les uns sur les autres, c'est de la sexualité. Le chien, il fantasme pas sur une chienne qui aurait les taches comme ci et les yeux comme ça, ni sur les positions avec la chienne. Nous, on fantasme là-dessus. Nous, on est capable de dire « je t'aime » et donc on peut dire que les humains, ils ont aussi de la reproduction, comme les chiens, mais en plus, ils ont quelque chose de très important et on est les seuls sur cette planète à avoir ça. Nous sommes les seuls sur cette planète à faire l'amour, pas seulement pour faire des petits, mais aussi pour le plaisir. Et ça, c'est notre caractéristique. Les humains continuent, par exemple, de faire l'amour pendant la grossesse d'une femme, ce qui ne se passe chez aucun animal. Les humains continuent de faire l'amour après la ménopause de la femme, ce qui ne se passe chez aucun animal. Donc nous ne sommes pas juste nos hormones, nous sommes nos hormones, plus un immense domaine en plus qui s'appelle la sexualité. Deuxièmement, sur la sexualité, on peut dire à un jeune, ta sexualité c'est perso. Elle ne regarde ni les parents, ni les copains, ni les profs, ni les médecins. Oh, je sais bien qu'il y en a qui racontent leurs petites histoires. Mais là, j'ai quelque chose à vous apprendre de très important pour toute votre vie. Si vous voulez qu'on vous écoute, ah oui, racontez vos histoires et vos galipettes. On vous écoutera et en même temps, on vous méprisera. Car la sexualité, c'est un domaine secret. Pour la première fois de votre vie, vous avez un vrai gros secret. Tant pis pour ceux qui ne le sauront pas, ils seront écoutés et en même temps méprisés. Même les parents n'ont pas à le savoir. Ils ont leur sexualité, elles ne regardent pas les enfants. Les enfants ont leur sexualité, elles ne regardent pas les parents. C'est d'ailleurs un droit des adolescents qui m'autorise, moi médecin, à donner de la contraception à un jeune et à aider un jeune sans que ses parents le sachent. J'ai même le droit d'aller jusqu'à faire un avortement sans que les parents le sachent. Ça veut dire que la France a décidé qu'il y avait un vrai droit des adolescents à la confidentialité de sa sexualité. Enfin, dernier point de cette introduction, vous savez que les médecins ont mis des normes sur tout. En dessous de telle taille, t'es un nain, au-dessus de telle taille, t'es un géant, au-dessus de tel poids, t'es un obèse. Mais il n'y a pas de normes sur la sexualité. Pour rigoler, on va prendre 3 extrêmes. Premier rapport à 14 ans, pour les médecins, normal, pas normal? Normal. Et premier rapport à 22 ans, normal aussi. 3 rapports par jour, normal. 1 rapport par an, normal aussi. Un rapport en 3 minutes, normal. Et en 3 heures, normal aussi. Donc, pour les médecins, tout est normal. Mais la justice ne voit pas les choses de cet œil-là, c'est-à-dire nous, la société. Que dit la société des rapports sexuels? Elle dit que tout rapport sexuel qui se fait sans le consentement valide des deux est un crime, pas un délit. Tout de suite le max. Pourquoi je dis valide? Parce qu'une fille ne peut pas dire oui à son père.
Et ça s'appelle un inceste et c'est 10 ans de prison pour le père. Et s'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, ça porte un autre nom, le viol, et c'est 10 ans de prison pour le violeur. Donc la société française, elle met tout en haut des valeurs, le consentement. Il y a 150 hommes qui sont en prison en France pour 10 ans pour avoir violé leur propre femme. Mais ils disent au tribunal, mais c'était ma femme, j'avais le droit. Et non, ce jour-là, elle ne voulait pas. T'as pas écouté, c'est un viol, pas de circonstances atténuantes. Et donc, la société française est très vigilante. Quoi que ce soit qui se passe sans le consentement des deux, et on est dans le viol. Donc 3 remarques pour commencer. Il n'y a pas de sexualité chez les animaux, et les animaux ils font que se reproduire. Ta sexualité c'est perso. Et troisièmement, les médecins disent qu'en matière de sexualité il n'y a pas de norme, mais la justice rattrape le coup et dit si, il y a une norme, c'est le consentement valide des deux. Au total, la sexualité c'est le plus beau cadeau qu'on a eu du bon Dieu ou du grand architecte de l'univers. Et ce cadeau, il a une particularité, c'est que quand on le déballe, bonjour l'angoisse. Même ceux qui ont tellement de muscles sous les bras qu'ils ne peuvent pas les rapprocher du corps dans la cour de récréation. Vous savez, les gros frimeurs, encore plus que les autres. Tout le monde a de l'angoisse avec sa propre sexualité. C'est pour ça qu'il y en a qui rient bêtement quand on se met à en parler. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder un certain nombre de sujets de sexualité. Je vais d'abord aborder la contraception et les maladies sexuellement transmissibles. Mais je ne m'arrêterai pas aux écueils. On va aborder la question de l'homosexualité, pour savoir qui est homosexuel, pourquoi on est homosexuel et est-ce que c'est une maladie. Puis je vais aborder la masturbation, la jouissance sexuelle, la virginité, les violences sexuelles et l'inceste. Il y a 10 jeunes femmes de votre âge qui viennent chaque semaine dans mon hôpital pour une IVG. Entendons-nous bien, je suis fier d'appartenir à un pays, la France, qui, il y a 40 ans, a décidé de médicaliser l'IVG. D'ailleurs, pourquoi je suis fier? À l'époque, j'étais jeune interne et j'ai vu en 3 mois 2 jeunes femmes de 15 ans et 16 ans mourir en 24 heures dans des douleurs atroces après s'être injecté de l'eau savonneuse dans l'utérus pour avorter. Le seul péché de ces filles avait été d'être amoureuses d'un garçon. Et à l'époque, il en mourait 1 par jour en France, 300 par an. La France a dit, ça ne va plus, on ne peut plus faire ça comme ça. Et elle a décidé, dans un débat très difficile, d'accepter que toute femme qui est enceinte peut, jusqu'à un certain stade, arrêter sa grossesse. Depuis le 23 janvier 1975, je n'ai plus vu une seule femme mourir de ça. Merci la France. Donc d'une main, je dis merci la France d'avoir médicalisé l'IVG, et de l'autre main, je dis l'IVG c'est bien, mais pas pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que l'IVG, ça fait mal. Pas là, là. Je rencontre des femmes qui, 5 ans, 10 ans, 15 ans après une IVG, me disent « Docteur, depuis que ça m'est arrivé, je ne suis plus comme une autre femme. Je n'ai plus autant de plaisir quand je m'approche d'un homme. » Vous savez, docteur, se mettre sur une table d'opération avec les 4 fers en l'air et un médecin qui vous opère au milieu, c'est pas sympa. Et ça m'est resté là. Et donc je suis là aussi aujourd'hui pour vous dire comment faire pour éviter ça. Pour éviter ça, c'est-à-dire avoir une sexualité sans être dans la reproduction. Ces moyens s'appellent les moyens de contraception. Et depuis 50 ans, nous avons des moyens de contraception très puissants à 100%. Nos grands-mères, quand elles faisaient l'amour, à chaque coup, elles risquaient d'être enceintes. Pour nous, c'est fini. Sauf pour certaines jeunes qui ne savent même pas que ça existe. Les jeunes croient que les premiers rapports ne risquent rien, que si on a des rapports pendant les règles, on ne risque rien, que si le garçon se retire pour éjaculer, on ne risque rien, que si on met un préservatif, on ne risque rien, que la pilule, ça fait grossir, ça donne le cancer et ça rend stérile, tout ça, c'est faux. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, voilà le hit parade des moyens de contraception pour les ados. Number 1 sur le podium, l'implant. Un petit bout de plastique qu'on met ici sous la peau du bras après avoir fait une anesthésie avec de la pommade, qui reste 3 ans, et c'est une pilule à 100%, valable 3 ans. Et ça ne peut pas se voir. Au bout de 3 ans, on fait une petite anesthésie locale, on l'enlève, on en met un autre. Et les parents ne peuvent pas le savoir. Et moi, quand je le mets à un jeune, je ne suis pas dans l'illégalité. La France a décidé que les jeunes peuvent avoir leur contraception sans que les parents le sachent. Number 2, la pilule. Mais vraiment loin derrière. Le premier, c'est l'implant. La pilule, pourquoi c'est loin derrière? Parce que c'est aussi à 100% quand on y pense et quand on ne l'oublie pas. Mais il y a 40% des jeunes de votre âge qui oublient régulièrement leur pilule. Et ça se termine sur la table d'opération. Donc, number 1, l'implant, number 2, la contraception. Alors pourquoi cette histoire de contraception, ça tombe uniquement sur les filles et pas sur les garçons?
Pourquoi cette injustice? Eh bien, il y a deux sortes de garçons, les bons et les mauvais. Et si j'étais une fille, je me servirais de ça pour savoir si le mien, il fait partie de l'une ou de l'autre catégorie. Les mauvais, qu'est-ce qu'ils disent? Oh ben j'ai juste envie de coucher. Ce qui lui arrive après, ça ne me regarde pas, je serai loin. Ça porte un nom. Irresponsable. J'ai une mauvaise nouvelle pour les filles. Il y a beaucoup de garçons irresponsables. Et les bons, qu'est-ce qu'ils disent? Les bons, ils disent on a envie de faire l'amour, mais on n'a pas envie de faire un enfant. Qu'est-ce que tu as prévu? C'est des copilotes. C'est comme dans un avion, il n'y a pas de pilote. Tu as sorti le train d'atterrissage, ah non, je pensais que c'était toi qui le sortais. L'avion, il se pose sur le ventre. Eh bien, dans la contraception, le pilote, c'est toujours la fille et le garçon. S'il est bon, c'est le copilote. Maintenant, pourquoi on ne ferait pas un enfant à votre âge? L'autre jour, je voyais une petite de 14 ans qui pleurait comme un énorme bébé. Entre deux sanglots, elle a réussi à dire « Oh, je veux avoir un enfant et je veux le garder parce que je veux avoir quelqu'un à aimer. » Mais on ne fait pas un enfant pour se remonter le moral. C'est pas du Prozac, un enfant. Moi, je vais vous dire mon avis pour quand on fait un enfant. On fait un enfant quand on peut promettre sur sa tête à lui qu'on lui donnera tout ce dont il a besoin dans les 25 ans à venir. Est-ce qu'une petite de 14 ans peut promettre ça? Bien sûr que non. Donc, faire l'amour, ça sous-entend qu'on a pris des précautions et qu'on sait que ça ne donnera pas, contre son gré, un enfant. Parce que rendre un enfant heureux, c'est compliqué, même quand tout va bien. Je sais bien qu'il y a des parents qui se disputent, je sais bien qu'il y a des parents divorcés, mais je ne connais aucun enfant qui ne préférerait pas avoir ses deux parents avec lui. L'autre jour, je voyais une femme qui avait 4 enfants de 4 pères différents. Alors je lui ai demandé, expliquez-moi comment ça fonctionne. Elle était surprise par la question. Et alors elle me dit, c'est simple docteur, chaque fois que j'aime un homme, pour le lui prouver, j'y fais un enfant. Bah j'ai vu une cravate. Comme ça, si tu l'aimes beaucoup, tu peux acheter 2 cravates. Je suis en train de dire quelque chose d'assez choquant. C'est qu'il ne suffit pas d'aimer quelqu'un pour faire un enfant avec, il faut plus. Il faut en plus savoir qu'on va pouvoir rester ensemble longtemps, 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 bien au-delà de la passion et parfois même au-delà de l'amour. Et si on n'est pas sûr, on ne fait pas d'enfant. Donc pour moi, faire un enfant, c'est pour vous dans 10, 15 ans. Et je vous demande de tourner la langue dans la bouche 7 milliards de fois avant de faire un enfant avec quelqu'un. Facile de trouver un petit copain ou une petite copine. Rien de plus difficile que de trouver quelqu'un d'assez bien pour faire des enfants avec. Et la pilule du lendemain, malheureusement, elle n'est pas assez efficace. Que 85% d'efficacité si elle est prise dans les 12 heures et que 56% d'efficacité si elle est prise dans les 48 heures. Donc je ne peux pas vous conseiller la pilule du lendemain parce qu'elle n'est pas à 100%. Quand j'avais votre âge, il n'y avait aucune maladie sexuellement transmissible qui tuait. Aujourd'hui, il y en a une qui tue et comptez pas sur les médecins. Dans les 10 ans qui viennent, on n'aura rien pour guérir le sida. Le traiter, oui, mais le guérir, non. De deux choses l'une, il y a 2 sortes de rapports chez les jeunes. Il y a premièrement Roméo et Juliette. On se connaît depuis la maternelle, jamais on pensait qu'on serait amoureux l'un de l'autre. Roméo et Juliette ont besoin de l'implant, voire de la pilule, à partir du moment où ils sortent ensemble, où ils se promènent main par la main, même s'ils ne sont pas prêts de faire l'amour, ni l'un ni l'autre. Ils n'ont rien besoin d'autre, parce qu'ils savent tout l'un de l'autre et ils ont tout commencé ensemble. Deuxièmement, tout ce qui n'est pas Roméo et Juliette. Ce garçon que j'ai vu en boîte, là, t'as vu comme il est beau? Il a la petite lueur dans la prunelle. Je vais voir si je suis capable de le faire me désirer. Je le drague. Ce n'est pas le moment de faire sa fiche médicale. Eh, viens voir par ici. Est-ce que tu as déjà couché? Est-ce que tu t'es déjà drogué? Ou on drague, ou on fait la police. Mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Dans tous ces cas où on ne sait pas tout de l'autre et où ce n'est pas le moment de poser des questions, en plus de la contraception qui est faite pour ne pas avoir d'enfant, préservatif pour ne pas s'infecter. Et par rapport au préservatif, il y a 2 sortes de garçons. Ceux qui mettent leur préservatif tout seuls comme des grands, normal. Puis il y a une catégorie de garçons qui disent ne pas vouloir utiliser de préservatif. Explication de texte sur ces garçons-là. Ces garçons, comme tous les garçons à votre âge, sont préoccupés par une seule et même question. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis capable de faire jouir une meuf? Et ils ont beau se la mesurer au repos, en érection et pour la première fois de leur vie calculer le volume d'un cylindre. Quand ils ont fini tous les calculs, ils ne sont pas sûrs que ça réponde à la question « est-ce que je suis bon ?» Et donc un garçon comme ça qui a de l'angoisse, il se dit « si en plus je suis obligé de me mettre un préservatif, ça c'est un coup à avoir la panne. » Et ils ont peur de la panne. Voici mon conseil pour ces garçons-là. Quand on fait l'amour, on est là que pour se faire plaisir l'un à l'autre. On caresse le corps de l'autre, l'autre vous caresse, plus on arrive à procurer du plaisir à l'autre, plus on est content. On met le préservatif au garçon, ce qui permet 2 choses très importantes. D'abord de laisser de la place au bout du préservatif pour que le sperme puisse s'y accumuler, mais surtout de bien le dérouler jusqu'à la racine de la verge. Et on rappelle aux garçons quelque chose qu'ils ne savent pas,
c'est que quand ils ont éjaculé, ils doivent se retirer, de manière à ce que, quand la verge va diminuer de taille, elle ne reste pas, elle reste dans le préservatif, sans quoi, au retrait, ce sera sans le préservatif qui, de fait, n'aura servi à rien. Il y a une personne sur 7 qui est homosexuelle, comme les yeux bleus. Est-ce que les yeux bleus, c'est une maladie? Non. L'homosexualité, non plus. D'où vient l'homosexualité? Bien, je vais vous apprendre quelque chose. Nous avons tous, nous les humains, été bisexuels pendant les 2 premières années de notre vie. Le bébé de 6 mois, il s'en fout de qui lui fait un bisou sur le kiki si c'est son papa ou sa maman. C'est bon à prendre. Il n'a même pas vu qu'il y a 2 sexes différents. Et puis dans l'année qui suit, il va mettre encore 1 an pour savoir lui dans quel camp il est exactement. Puis vient l'éducation. D'un garçon, tu vas te coiffer comme ça, t'habiller comme ça, jouer comme ça, te fighter avec tes copains dans la cour de récréation et t'intéresser aux filles. Et l'éducation d'une fille, tu vas te coiffer comme ça, t'habiller comme ça, jouer comme ça et tu t'intéresseras aux garçons. On appelle ça en médecine le refoulement de la partie homosexuelle et nos parents ont tous essayé de refouler notre partie homosexuelle. Ils y sont plus ou moins bien arrivés. Et ce refoulement est plus difficile chez les garçons que chez les filles et je vous le prouve. De quoi ils se traitent dans la cour de récréation, les garçons, quand ils veulent s'insulter? PD. Explication de texte sur les garçons qui traitent les autres de PD dans la cour de récréation. Ben, ils se font un quart d'heure pub. Et oh, vous tous qui m'écoutez, moi je ne mange pas de ce pain-là. Et pourquoi il se fait de la pub là-dessus, lui? Tout simplement parce qu'il n'est pas sûr d'en être sorti. Un garçon qui traite les autres de PD dans la cour de récréation, c'est qu'il a un petit problème personnel non résolu avec sa propre homosexualité. Alors PD, c'est une insulte homophobe, elle est punie maintenant par la loi. Et très clairement, l'homosexualité, ça fait partie de la vie des humains et vous pouvez très bien retrouver votre propre homosexualité dans vos rêves, si vous arrivez à vous souvenir de vos rêves. Parce qu'il y a une instance dans le cerveau qui fait de la censure. Comme il y a des choses archi dégueulasses dans les rêves, il y a le conscient quand il se réveille qui dit « Oh là là, ce rêve-là, effacé ». Mais il y a pas mal de jeunes qui me demandent « Monsieur, je me suis aperçu que j'ai des rêves homosexuels, est-ce que ça veut dire que je suis homosexuel ?» Pas du tout. Est-ce que le fait d'avoir eu des rapports homosexuels veut dire qu'on est homosexuel? Pas du tout. Alors, qui est homosexuel? Est homosexuel une personne qui ne s'intéresse qu'aux personnes du même sexe sur le plan affectif et sexuel après l'âge de 20 ans. Et donc, pour moi, l'homosexualité, c'est une forme normale de la sexualité. Ce n'est pas une maladie. Il y a une personne sur 7 qui est concernée. On n'est pas obligé de porter un badge « Je suis homosexuel », ça fait partie de la vie privée. Vous pouvez tranquillement regarder votre voisin de gauche et votre voisine de droite. J'ai une confidence à vous faire. Il s'est masturbé et elle se masturbera. Car la masturbation concerne tout le monde dans l'espèce humaine. Moi qui regarde des bébés à l'échographie dans le ventre de leur mère, vous savez ce qu'ils font? Ils se touchent. Et pourquoi ils se touchent? Parce que c'est bon. Et d'ailleurs, vous avez tous vu des nouveau-nés à qui on change les couches. Qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils peuvent? Ils s'y touchent. Et pourquoi ils y touchent? Parce que c'est bon. Je vous parle exprès de la masturbation infantile, parce qu'à l'occasion de notre masturbation infantile, nous tous ici présents, nous avons appris le premier interdit sexuel de nos parents. Le petit garçon qui court dans le salon en se faisant le zizi, la première fois, sa mère, elle fait semblant de ne pas voir. La deuxième fois, elle se dit, si je continue de faire semblant de ne pas voir, il va continuer à se toucher le zizi et les voisins vont voir qu'il se touche le zizi. Et la troisième fois, elle lui dit un peu courroucée, va faire ça ailleurs. Et dans le plus mauvais des cas, elle lui tape sur la main. Nous avons tous vécu ça. Et d'ailleurs, ça a marché. Il y en a 95% d'entre nous qui ne se touchent plus devant tout le monde. Il y en a 5% où ça n'a pas marché, je suis d'accord avec vous, et qui continuent à se toucher en public. Alors, est-ce que la masturbation, ça rend sourd? Non. Est-ce que ça allonge le zizi? Non. Est-ce que ça le redresse quand il est tordu? Non. Est-ce que ça peut donner un cancer de la foufounette? Non. Est-ce qu'on peut faire une overdose de masturbation et avoir besoin du SAMU pour être réanimé? Non. Donc je viens d'exprimer là 2 choses. Premièrement, la masturbation, ça fait partie de l'espèce humaine. Deuxièmement, bien qu'elle soit générale, elle n'a aucun effet nocif connu. Récemment, je voyais un jeune qui me disait « Je suis sportif de haut niveau. Est-ce que si je me masturbe la veille de la compétition, est-ce que ça va diminuer mes chronos ?» Non, ça ne diminue rien et il n'y a aucune nuisance connue. Maintenant, que disent les religions de la masturbation? Les 4 religions présentes dans notre région, les 2 religions chrétiennes, catholiques et protestantes, l'islam et la religion juive, disent toutes les 4 la même chose. Elles disent quelque chose de très intéressant. Les humains sont les seuls capables de se donner des règles et de les suivre, c'est-à-dire de ne pas obéir à ses propres pulsions. Et la masturbation, c'est un excellent entraînement pour ça. On peut avoir envie de se masturber, et parce qu'on appartient à une religion, ne pas le faire, ou le faire le moins possible. Nous ne sommes pas les seuls à nous masturber sur cette planète.
nos cousins lointains, ils ne sont pas si lointains que ça, les grands singes, chimpanzés, bonobos, qui ont 99% d'ADN commun, il leur manque juste un truc, c'est la parole. Ils communiquent mais ne parlent pas. Donc ils peuvent dire quelque chose au présent, je suis fâché contre toi, je vais te casser la gueule, mais ils ne peuvent pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ben, comme ils n'ont pas la parole, pas de culpabilité, eh ben, les parents apprennent aux petits à se masturber, on se masturbe en famille le dimanche. Ce que nous ne pouvons pas faire parce que nous, on a la parole. Tout le monde ici présent a déjà vécu des orgasmes au cours de ses rêves érotiques. Les garçons, ils le savent bien parce qu'il y a du sperme dans les draps qu'ils essaient de nettoyer. Heureusement, quand la mère le voit, elle dit « mon garçon, il fonctionne normalement ». Et les filles, il n'y a peut-être pas de sperme, mais il y a aussi, depuis l'âge de 9-10 ans, des rêves érotiques qui font jouir. Et pourtant, quand vous jouissez la nuit, il n'y a pas une petite fée qui vient faire guili-guili sous les draps, sur les organes sexuels. Ça jouit tout seul, mais en l'air. Explication, attention difficile à comprendre. Pour les imbéciles, l'organe du plaisir, il est là en bas. Pour tous les autres, il est là-haut. Être capable de jouir, c'est être capable de se raconter sa petite histoire dans sa tête, qui comporte des fantasmes, des mots grossiers, des choses obscènes, des réminiscences infantiles. Celle-là, elle est confidentielle défense et on n'a pas envie de la raconter. Mais on a tous une ou des petites histoires qui nous font jouir. Et quand deux personnes jouissent en même temps, c'est qu'elles se racontent chacune sa petite histoire, qui n'a d'ailleurs pas forcément à voir avec celui avec lequel elle fait l'amour. Donc ceux qui croient qu'il faut faire les 42 positions du Kama Sutra pour jouir, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas une question de position, c'est une question d'être bien dans sa tête. L'autre jour, je voyais une femme qui me disait « Docteur, ça fait 13 ans que je suis mariée avec mon mari et il n'a jamais réussi à me faire jouir parce qu'il n'a pas trouvé le point G. » Ah bon? Il y aura un point dans le vagin marqué « on, off », tu touches dessus, ça jouit, tu touches à côté, ça ne jouit pas. Et cette femme est très difficile à soigner parce qu'elle met toute la faute sur son mari alors que c'est elle qui ne va pas bien. Vous avez entendu parler d'impuissance, de frigidité, ça se soigne très bien. Comment? En regardant ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant qui fait que quand il est éveillé, il a un blocage et qu'il n'arrive pas à accéder au plaisir. Tout le monde jouit, tout le monde vit des orgasmes, au moins dans ses rêves. Dans mon service, il naît 3000 petites filles chaque année. Les petites filles, on peut leur regarder la foufounette sans que ça les fasse rougir jusque derrière les oreilles. Il y en a 1500 qui soit n'ont pas d'hymen, cette petite membrane qui se trouve à l'entrée du vagin, soit ont un hymen tellement souple et tellement élastique qu'il ne se déchirera pas lors du premier rapport, mais seulement lors du premier accouchement. Si bien qu'il y a une femme sur deux qui ne saigne pas lors du premier rapport. Donc dire qu'une femme est vierge parce qu'elle saigne ou qu'elle ne saigne pas, c'est faux une fois sur deux. Est-ce qu'il y a une vraie définition de la virginité? La réponse est oui, écoutez bien. Est vierge tout garçon et toute fille qui n'a jamais eu de rapport. Si je veux savoir si un garçon est vierge, comment je fais? Je lui demande. Et si je veux savoir si une fille est vierge, comment je fais? Je lui demande. Comment on peut mentir? Mais si on ment sur des choses aussi importantes, ce n'est pas la peine de continuer. Il y a des pays où la nuit de noces, le jour de la nuit de noces, on amène la jeune épousée chez le gynécologue vétérinaire qui, avant qu'on l'essaye, pas chez nous, hein. Chez nous, un médecin qui fait ça, si je le sais, je le dénonce à l'ordre des médecins parce que c'est interdit de se comporter de manière aussi bestiale avec une femme. On a le droit de regarder sous la queue d'une vache pour voir si elle est en bonne santé avant de l'acheter. On n'a pas le droit de regarder entre les jambes d'une femme avant de l'épouser. Car si on le fait, ça veut dire qu'on se comporte avec elle comme avec un objet. Sa parole n'a aucune valeur. Et c'est un objet, on vérifie. Et une femme qui sait se traiter comme un objet sera traitée comme un objet. Moi, j'ai beaucoup de respect pour une femme qui arrive à rester vierge jusqu'au mariage. Chapeau. Chapeau parce que c'est dur. Mais je perds tout mon respect pour elle si, quand un homme lui demande « T'es vierge, toi ?» si elle ne répond pas du tac au tac « Moi, oui, et toi ?» Comment les hommes, ils pourraient courir à droite et à gauche et les femmes, elles devraient rester vierges? Mais c'est marqué où ça? Dans quel Torah, dans quel Coran, dans quelle Bible? Non, non, ça c'est la religion des mecs. Parce que les 4 religions dont j'ai parlé tout à l'heure, elles disent les lois de la pureté. On a le droit de faire l'amour qu'avec son mari ou avec sa femme. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes. D'ailleurs, il y a des pays encore pires que celui que j'ai dit, où le lendemain de la nuit de noces, comme il n'y a pas de gynécologue vétérinaire, on suspend le drap taché de sang à la fenêtre. Et s'il n'y a pas de sang, on répudie la femme après l'avoir essayé. Et dans ces pays, les mères donnent à leurs filles ce qu'il faut pour qu'il y ait du sang dans les draps, parce qu'elles savent que de mère en fille, il y a eu plein de gens qui ont été répudiés. Et d'ailleurs, je vais vous dire, dans la plupart des cas, quand il n'y a pas de sang, c'est tout simplement que le zizi était un peu petit. Alors moi, j'ai une question pour ces pays. Est-ce qu'on descend les culottes des garçons pour voir si par hasard leur zizi ne serait pas un peu petit? Ah non, on ne descend pas les culottes des garçons. Les culottes des filles, on les descend beaucoup, mais là, il s'agit de l'honneur des garçons.
Il faudra que ces pays changent. Parce que l'objet de ce problème-là, c'est simplement de transformer les femmes en objets. Donc attention, piège à filles sur la virginité. On ne peut pas refaire sa virginité. Et d'ailleurs, l'autre jour, je voyais une jeune femme qui avait eu 3 ans de rapport sexuel par l'anus pour rester vierge. Elle est vierge pour vous? Bien sûr qu'elle est plus vierge. À partir du moment où on a eu un rapport sexuel, on n'est plus vierge, que l'hymen soit intact ou qu'il ne soit pas intact. Donc la vraie définition de la virginité, écoutez bien, c'est le fait de n'avoir jamais eu de rapport sexuel. Il n'y a pas besoin d'aller vérifier, il n'y a qu'à demander. Il y a des hommes qui deviennent violents quand ils commencent de faire l'amour. On s'en va à la première gifle. Mais je l'aimais, docteur. Tant pis pour toi, ta vie est foutue. Ces hommes sont en fait des malades. Ils ont soit été battus quand ils étaient petits, mais encore plus souvent encore, ils n'ont vu à la maison qu'un père qui violait la mère. Ils n'ont pas cessé d'entendre les hurlements de douleur de leur mère. Ils s'imaginent, ces hommes, que pour être viril, il faut faire mal à une femme. Et en plus, ils sont dangereux parce qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours en France de ça. Donc on ne rigole pas avec ça. Quand un homme a été violent une fois, ça va toujours s'aggraver, car nous ne savons pas soigner cela. On s'en va. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui vient avant la violence, c'est les injures. T'es qu'une conne, au revoir, tu n'auras pas l'occasion de me le dire une deuxième fois. La violence d'un homme, même s'il s'excuse après, c'est quelque chose qui va revenir et c'est une maladie qu'on ne sait pas gérer. Il y a aussi l'inverse, il y a des femmes qui jouissent de voir leurs compagnons dans le malheur et dans la misère. C'est plus rare, plus difficile à détecter, mais je l'aimais, docteur, tant pis pour toi, ta vie est foutue, même chose. Il y a une nouvelle forme de violence qui sévit chez les jeunes, c'est je t'ai pris en photo quand tu étais nu et je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, et tant pis pour toi. Et si tu ne fais pas un câlin à toute la classe, je diffuse cette image. C'est une violence sans nom, ce n'est pas une preuve d'amour de son copain. Il y a une autre forme de violence pour les jeunes, c'est la pornographie. La pornographie est fausse, elle est faite de trucage, et les jeunes croient que c'est vrai, alors que ça n'a aucune espèce de réalité. Mais surtout, ça vient dire quoi? Ça vient dire que les femmes sont disponibles, que c'est que des objets, qu'on peut les humilier, parce qu'elles sont très humiliées dans la pornographie, et ça montre aux jeunes garçons que la sexualité c'est une performance. Eh bien c'est tout sauf une performance. La sexualité c'est avant tout une histoire d'amour, c'est avant tout de se prendre dans les bras les uns les autres, et ça ne ressemble en rien à la pornographie, que malheureusement beaucoup achètent, ce qui fait que c'est un commerce et qu'il y a des industriels qui gagnent des milliards grâce à l'imbécilité de ceux qui achètent. L'inceste, c'est quand les adultes franchissent la ligne jaune. Ni un père, ni un oncle, ni un concubin de la mère, ni un prof, ni un moniteur de colo n'ont à s'intéresser aux enfants et aux adolescents sur le plan sexuel. Or, ça se produit beaucoup dans notre pays grâce au silence des agneaux. Je vais vous vacciner contre le silence avec une histoire vraie. Un jour, je vois envoyer par le procureur de la République une femme de 22 ans qui vient de porter plainte contre son père qui, dit-elle, couchait avec elle de l'âge de 8 ans à l'âge de 14 ans. La mère était infirmière, chaque fois qu'elle était de garde, le père s'introduisait dans la chambre de sa fille et dans sa fille d'ailleurs. Au début, ça s'était très bien passé. La fille avait l'impression de remplacer sa mère quand celle-ci était de garde. Elle avait un secret avec son père. Ça ne se passait pas dans la violence, dans l'abus, oui, mais pas dans la violence. Mais rapidement, et d'ailleurs cette histoire a commencé de l'obséder, parce qu'elle savait quand sa mère était de garde ce qui allait lui arriver, et ça lui arrivait. Et ses résultats scolaires se sont dégradés, et elle a été virée de son établissement scolaire et mise dans un établissement à distance, et ça s'est arrêté là avec le père. Elle oublie tout. Elle croit oublier tout. Il y a des trucs qu'on n'oublie pas. Elle passe son bac, entre à la fac, et tombe follement amoureuse d'un garçon qui est fou d'elle. Et on passe des heures à passer dans la campagne, et à se promener main par la main et à se raconter toute notre vie. Toute notre vie, non. Il y a des trucs qu'on ne peut pas raconter. Et quand le garçon essaye de la caresser ou de l'embrasser, elle fait une sorte de crise d'épilepsie, elle tombe dans les pommes. Le garçon, il se dit, moi je ne suis pas avec elle pour ça, de toute façon je l'aime, dès que je ne suis pas avec elle, elle me manque. Ça va passer. Un an passe, ils se mettent dans un studio ensemble, et c'est toujours pareil. Alors un soir, le garçon lui dit, écoute, tu devrais consulter, il y a quelque chose d'anormal qui se passe chez toi. Et c'est là qu'elle craque et qu'elle lui dit, chaque fois que tu me touches, ça me rappelle ce que me faisait mon père. Tête du garçon, il est écœuré. Il voit bien que celle qu'il aime, elle a des séquelles graves. Ils discutent ensemble pendant des mois et il finit par la convaincre de porter plainte contre le père, car se dit-il, si la société reconnaît qu'elle est une victime, ce sera pour elle le début du commencement d'un traitement.
vont ensemble à la gendarmerie, portent plainte, on cherche le père qui crie comme un cochon qu'on égorge. Moi, ma fille, à moi, jamais j'aurais pu faire ça. Pas la peine d'aller chercher du sperme, on est 8 ans après le dernier rapport, et c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais le magistrat, il sait très bien qu'aucune fille ne dit ça de son père si c'est pas vrai. Et comment est-ce qu'il va faire la preuve? Il fait comme ça. Il dit, est-ce que par hasard, vous ne l'auriez pas raconté à une amie? Ah si, un jour que j'étais très déprimé sous le sceau du secret, je l'ai raconté à ma meilleure amie. On la cherche. Elle dit oui, elle me l'a raconté sous le sceau du secret. Inculpée pour complicité de viol sur mineur de 15 ans, la copine. Et maintenant, je vais vous dire la loi de la France. Nul n'est censé connaître un fait de viol sur mineur de 15 ans et le mettre dans la poche avec un mouchoir dessus. Ça porte un nom dans notre pays. Complicité de viol sur mineur de 15 ans, ça se juge aux assises. Et donc, quand vous entendez une histoire comme ça, vous devez aller tirer la manche de l'infirmière scolaire ou du prof avec lequel vous entendez le mieux et lui dire, voilà, mon copain ou ma copine, ça touche autant les garçons que les filles, il est victime de ça et de ça, il faut le protéger. Et si l'adulte ne bouge pas, eh bien, c'est lui qui risque d'avoir à rendre des comptes 15 ou 20 ans plus tard, car on est en train d'allonger le délai de possibilités de plainte sur cette affaire-là. Donc pour moi, le viol des enfants et des adolescents, il peut continuer parce qu'on ne dénonce pas les adultes pervers qui se servent des enfants et des adolescents et on ne fait pas ce que font les pays du nord de l'Europe qui font des cours qui s'appellent « Touche pas à mon corps ». Au CP, à l'âge de 6 ans, tu n'as pas le droit de me laver entre les fesses quand tu me donnes le bain, mon corps est à moi. Les enfants de 6 ans ne le savent pas et il faut le leur apprendre. Les pays qui font ça ont beaucoup moins d'inceste que nous. Comme vous l'avez vu, la sexualité, ça concerne tous les humains et ça prend beaucoup de place dans nos têtes. Et pourtant, on en parle assez peu. Et donc là, j'ai dit beaucoup de choses en très peu de temps. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Alors nous voici à nouveau en direct. Et juste une petite remarque avant de commencer les questions-réponses. Vos questions ne s'affichent pas immédiatement sur l'écran, mais elles sont d'abord triées et avant d'être publiées. Voilà. Alors, première question. Pourquoi Ça veut dire qu'elles sont sélectionnées ? Oui, d'une certaine façon, enfin regroupées. Pourquoi les informations sur ce sujet ne sont données le plus souvent qu'aux élèves de collège alors qu'ils sont encore loin de connaître de tels rapports ? D'abord, les élèves de collège ne sont pas loin de connaître de tels rapports, mais c'est comme apprendre à traverser la rue. On apprend à traverser la rue bien avant de la traverser tout seul. Eh bien, on peut avoir des informations sur la sexualité, même si on n'est pas encore prêt à avoir des rapports. Mais il y a déjà des élèves de collège qui sont curieux d'avoir ce genre d'informations. Et je dirais même à l'université, on doit aussi donner ce genre d'informations. Et on commence maintenant à donner ce genre d'explications sur la vie affective aux tout jeunes enfants à partir de 4-5 ans. Et c'est le meilleur moment. Quelle est la différence entre la sexualité et la pornographie? Définition du terme pornographie et sexualité, demande Nina. La pornographie, il faut retourner au mot porno qui vient de pornein, c'est se prostituer, et graphie, c'est que c'est un document. Et donc la pornographie sous-entend de l'argent, et ça sous-entend qu'on a un document, des images, un texte. La pornographie, c'est donc un document qui sert à s'exciter, mais qui sous-entend aussi qu'on le vend et qu'on fait du commerce avec. Contrairement à l'érotisme, qui est le fait de provoquer de l'excitation sexuelle, sans pour autant qu'on soit exactement dans un rapport de commerce et de graphie. Donc la sexualité, la pornographie, c'est un tout petit rayon de la sexualité. Elle fait partie de la sexualité. Il y a beaucoup d'adultes qui utilisent la pornographie et qui l'utilisent assez couramment. La sexualité, c'est beaucoup plus vaste que la pornographie. C'est les fantasmes qu'on a dans la tête, c'est la manière de rêver les uns des autres, c'est la manière de faire l'amour, c'est la manière d'espérer et de fantasmer sur telle personne. Et donc la pornographie, c'est un tout petit rayon de la sexualité. Ce sont plus les filles ou les garçons qui regardent des films pornographiques? Alors les garçons sont un peu plus intéressés par les images. D'une manière générale, ça fait partie, j'allais dire, du cerveau masculin.
d'être un peu plus sensibles aux images. Mais je dois dire que de plus en plus, ils arrivent à attirer les filles vers le regard de documents pornographiques. Et ce que je voudrais dire à propos de la pornographie, surtout aux garçons, mais également aux filles, c'est que ces documents, comme tous les films, ça comporte du trucage. Ceux qui croient que Rocco Siffredi a un sexe qui est équivalent à celui d'un âne, c'est qu'ils se laissent avoir par les trucages. La pornographie ne correspond pas à la réalité des choses. Ce qui est réel, c'est la manière d'aimer une fille, d'aimer un garçon, de se prendre dans les bras l'un l'autre. Et la pornographie vous donne une impression que c'est une performance. Vous avez des acteurs de porno et un film porno se vend bien s'il est très transgressif. Dans la réalité des choses, la sexualité entre deux humains, elle n'est pas forcément transgressive et elle n'est pas forcément dans une logique de performance. À quel moment considère-t-on qu'une personne est addicte à la pornographie et comment sait-on si l'on est addict à la pornographie ? Quand on est attiré par ces images et que l'on ne peut plus quitter des yeux l'écran et les films pornographiques et qu'on éprouve le besoin de retourner vers ces documents-là très régulièrement, c'est qu'on a une addiction. Alors, pour moi, l'addiction à la pornographie est bien sûr moins grave que l'addiction à des toxiques. Mais néanmoins, je vois pas mal de jeunes qui ont vu des films pornographiques et qui disent « Mais moi, jamais j'aurai un sexe aussi grand, jamais je serai capable d'avoir des rapports sexuels comme en ont les acteurs du porno. » Et je vois même des jeunes filles assez jeunes qui viennent me dire ben, « Ma vulve, elle n'est pas comme celle des actrices du porno. Est-ce que vous ne voulez pas m'opérer pour que ma vulve soit normale ?» Vous savez, j'ai vu plein de vulves et les vulves... Et donc ça donne une espèce de référence à une norme qui n'en est pas une. Et donc ça inquiète beaucoup plus que ça n'informe. Le sexe doit-il être un sujet tabou pour les adolescents ? Sûrement pas. Il ne l'est pas pour les adultes. Il n'y a pas de raison que le sexe soit un sujet tabou pour les adolescents. Mais j'aurais tendance à donner un petit conseil aux adolescents. On ne parle pas de sa sexualité, on parle de la sexualité, et on n'en parle jamais avec des mots vulgaires. Parce que la sexualité, c'est la plus belle chose que nous avons dans la vie. C'est le plus beau cadeau du bon Dieu, du grand architecte de l'univers. Alors, si on en parle avec des mots sales, c'est qu'on se met de la cendre sur sa propre tête. Parler de sexualité, ça fait partie de la vie de tous les humains et pourquoi pas de celle des ados. Pas de sa sexualité, de la sexualité en général. Mais attention, quand on en parle entre copains, peu ou prou, on lève toujours le voile sur sa propre sexualité. Donc, parler de sexualité, sûrement pas un tabou. La fille peut-elle tomber enceinte pendant les règles ? Oui, une jeune femme peut être enceinte après un rapport pendant les règles. Pourquoi ? C'est qu'au début de la vie sexuelle, les femmes sont extrêmement fécondes et surtout elles peuvent ovuler n'importe quand. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de fausses notions. Je vous l'ai dit, les premiers rapports, oui, ça peut donner une grossesse tout de suite. Les rapports pendant les règles, oui, ça peut donner une grossesse. Se retirer pour éjaculer, ça ne sert à rien. Parce que avec une goutte de sperme qui sort déjà avant l'éjaculation, ça suffit pour qu'il y ait une grossesse. Donc, il y a beaucoup de fausses notions chez les jeunes. Et une des fausses notions, c'est celle-là. C'est que pendant les règles, on ne risque rien. Ça peut être vrai plus tard dans la vie, mais pour les ados, c'est faux. Pourquoi a-t-on une érection quand on voit une fille qui nous plaît ? Alors l'érection, c'est le fait que les corps caverneux, c'est-à-dire une espèce d'éponge qui se trouve dans le pénis, se remplissent de sang. Pourquoi ils se remplissent de sang ? Eh bien parce que l'excitation sexuelle ouvre des vaisseaux à la racine du pénis et permettent à cette éponge de se remplir. Il y a l'équivalent chez la fille. Les filles ont aussi une petite érection du clitoris et elles humectent leur vagin. La lubrification vaginale est à la fille ce que l'érection est au garçon et c'est dû à des modifications des vaisseaux liées à l'excitation. C'est le cerveau qui commande tout et il commande l'érection chez les garçons et la lubrification et l'érection du clitoris chez les filles. Ça fait quoi de faire l'amour pendant les règles ?
Alors, il n'y a pas d'interdit médical et il n'y a pas de recommandation des médecins sur cette question. Certaines femmes, cependant, n'aiment pas faire l'amour pendant les règles et il en va de même d'ailleurs de certains hommes. Donc ça, c'est une affaire personnelle. Si on n'est pas gêné par cela, il n'y a aucune contre-indication médicale. Le médecin que je suis ne dit pas « ne faites pas l'amour pendant les règles ». Alors par contre, certaines religions, comme par exemple la religion juive, ou je crois même également l'islam, interdisent les rapports sexuels pendant les règles, et je crois même que dans la chrétienté, il y a eu des règles comme cela. Pourquoi? D'où ça vient? Eh bien, pour toutes ces religions, une femme normalement était enceinte, et si le sang s'écoule, c'est que c'est le sang du fœtus qui s'en va. Et donc, comme le sang de quelqu'un de mort, c'est de l'impureté, ces religions ont donné comme règle de ne pas faire l'amour pendant les règles parce que c'était le sang d'un fœtus qui s'écoulait. On sait maintenant que le sang des règles n'est pas du sang d'un bébé mort, mais que c'est le sang lié au renouvellement de la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, et il n'y a pas de risque particulier médical à faire l'amour pendant les règles. Est-ce que la pratique de rapports bucco-génitaux induit la perte de sa virginité? Alors, qui est vierge? Est vierge tout garçon et toute fille qui n'a jamais eu de rapport. Si je veux savoir si un garçon est vierge, comment je fais? Je lui demande. Si je veux savoir si une fille est vierge, comment je fais? Je lui demande. Pour moi, un rapport par la bouche, c'est un rapport. Un rapport par l'anus, c'est un rapport. Je vois à ce sujet des jeunes femmes qui ont des rapports par l'anus depuis des années pour ménager leur hymen. Pour vous, elles sont vierges? Bien sûr que non. Elles ont eu des rapports, pas par le vagin, mais c'est des rapports sexuels. Les rapports par la bouche, c'est des rapports sexuels. Pour moi, à partir du moment où on a eu un rapport sexuel, on n'est plus vierge, qu'on soit garçon ou qu'on soit fille. Est-ce que coucher avec une fille à qui on a donné beaucoup d'alcool est un viol? Alors, très très bonne question. Le consentement est la chose la plus importante dans la loi de la France. La loi dit que si un rapport se fait sans le consentement valide des deux, on est dans le viol. Je vous rappelle que le viol est un crime, 10 ans de prison pour le violeur. Si une femme n'a pas donné son consentement ou que son consentement n'est pas valide, on est dans le viol. Et si un garçon fait boire une fille ou lui donne des produits qui font qu'elle n'est plus capable de donner son consentement, on est dans le viol. Et il faut faire très attention parce qu'une fois qu'on est impliqué dans une affaire de viol, je ne recommande à personne d'essayer la prison en tant que violeur. On est puni par là où on a péché. Donc, véritablement, le consentement, un garçon doit veiller toujours à avoir le consentement d'une fille, quel que soit le geste qui va être fait, a fortiori si c'est un geste de pénétration. Une fille peut très bien avoir envie de faire l'amour avec un garçon le lundi et de ne plus en avoir envie le mardi ou le mercredi. Un garçon qui n'entendrait pas ça risque la prison pour viol, c'est-à-dire des années et pas des années très marrantes. Jusqu'à quel point l'espace psychologique d'un enfant peut-il être perturbé par la pornographie? Jusqu'à des points qui rendent certains garçons complètement impuissants, certaines filles complètement frigides. Ça fait du mal aux jeunes de regarder la pornographie, tout simplement parce que ça ne correspond pas à la réalité. Mettez-vous à la place des industriels qui fabriquent ça, ils sont là pour gagner des sous. Grâce à des esclaves qui s'appellent les acteurs sexuels. C'est des esclaves parce que souvent c'est les pauvres des plus pauvres des plus pauvres. Et les femmes qui font ça, et les hommes aussi, ce sont des gens qui font ça pour gagner leur vie, pour donner à manger à leurs enfants, mais c'est souvent de très pauvres personnes. Donc, pour vendre, il faut transgresser. Alors on montre n'importe quoi, avec des animaux, avec des perversions inimaginables et avec de la violence, ne serait-ce que pour obtenir le fait que les gens achètent. Et ça,
chez des tout jeunes, ça peut perturber. Moi, j'ai vu des jeunes qui étaient très perturbés d'avoir vu des images de zoophilie, c'est-à-dire entre des hommes et des animaux. Et donc, ils se sont dit, mais est-ce que ça existe? Eh bien non, ça n'existe pas. Ça existe que dans les asiles psychiatriques. Dans la norme, ça n'existe pas. Ce qui, si bien que le fait de regarder des images pornographiques pour les garçons et pour les filles peut les déranger très durablement dans leur vie sexuelle. Pourquoi le matin les garçons ont une érection? Très bonne question. Tous les matins, ou presque tous les matins, petite explication médicale, nous avons dans le corps un système nerveux, mais nous avons aussi ce qu'on appelle un système sympathique et parasympathique, qui sont un ensemble de nerfs qui commandent la dilatation de nos vaisseaux. Or, je vous ai dit tout à l'heure que pour une érection, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut qu'il y ait des petits robinets qui s'ouvrent pour que les corps spongieux puissent se remplir. Eh bien, ces robinets, ils sont commandés par le système sympathique et parasympathique. Et quand on dort, le système sympathique et parasympathique se modifie dans son niveau d'activité et à la fin de la nuit, et même parfois pendant le sommeil, ça donne une érection. Et nous, les médecins, on se sert de ça pour savoir quand un homme a un problème et n'arrive pas à avoir d'érection, la première question qu'on lui pose, c'est « Est-ce que le matin, vous avez une érection ?» Si il dit « Oui, j'ai une érection le matin », ça veut dire que les robinets et les systèmes nerveux marchent correctement et que son problème d'érection est dû à un problème psychologique. Si il dit « Eh bien non, ça fait 3 ans que je n'ai plus d'érection le matin », ça veut dire que peut-être il a des vaisseaux bouchés et peut-être il a un diabète et peut-être il est malade et qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc nous, les médecins, on sait qu'il y a une érection tous les matins et on se sert de ça comme un vrai signe clinique. Tous les garçons sont en érection au moment où ils se réveillent le matin, pratiquement tous les matins. Peut-on tomber enceinte lorsqu'un garçon n'éjacule pas? Oui, on peut tomber enceinte quand un garçon n'éjacule pas, parce que les garçons qui m'écoutent savent bien que quand ils sont en érection depuis quelques minutes, il y a quelque chose de glissant au bout de leur verge. C'est quoi? Une goutte de sperme. Et donc il y a déjà une goutte de sperme dehors, en dehors de la verge, avant d'avoir éjaculé. C'est pour ça d'ailleurs que le retrait pour éjaculer ne marche pas, parce qu'il y a déjà du sperme qui sort en quantité suffisante pour qu'au jeune âge où sont nos auditeurs, il y ait une grossesse. Donc, même si un garçon n'éjacule pas ou prétend éjaculer dehors, il y a des risques de grossesse. Est-ce que c'est possible d'avoir un implant, mais de quand même prendre la pilule? Tout est possible, mais c'est vraiment inutile. L'implant, c'est le numéro 1 des moyens de contraception quand on est tout jeune. Pourquoi je dis ça? Parce que, à votre âge, c'est pas la peine d'aller faire un examen gynécologique. Pas d'examen gynécologique avant l'âge de 25 ans, sauf s'il y a un bobo là en bas ou des symptômes. S'il n'y a pas de symptômes, s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de problème, le premier examen gynécologique ne doit venir qu'à l'âge de 25 ans. Mais pourtant, la contraception, on en a besoin avant. Et la contraception la plus efficace, la Rolls des contraceptions, c'est l'implant qu'on peut mettre avec une petite pommade. On applique la pommade pendant 3/4 d'heure sur la peau, après la peau est insensible, et c'est comme une petite allumette qu'on met sous la peau du bras, et l'implant, il est efficace à 100% pendant 3 ans, et il a un immense avantage, c'est qu'on ne l'oublie pas. Il a un autre avantage, c'est que les parents ne peuvent pas le voir. Donc moi, je vois dans l'implant la meilleure contraception des jeunes, bien au-delà de la pilule, parce que la pilule, 1, on peut l'oublier, et il y a beaucoup de jeunes femmes qui oublient la pilule, mais surtout 2, les parents vont forcément savoir qu'il y a une contraception. C'est quoi le point G? Alors le point G est une convergence. Le clitoris a 2 bras. En fait, quand on regarde le clitoris, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul gland qui est à l'extérieur, en haut de la vulve. Mais quand on regarde son anatomie réelle, il a 2 bras qui vont chacun sur les côtés, et la convergence de ces 2 bras avant de donner le gland du clitoris est appelé point G. Il se trouve à 2 ou 3 cm du clitoris lui-même sur la face antérieure du vagin, et c'est forcément un endroit qui, caressé à travers la paroi du vagin, est agréable.
comme le clitoris est agréable à caresser. Maintenant, croire que si on n'a pas caressé le point G, il ne peut pas y avoir d'orgasme, il n'y a pas marqué on-off sur le point G. Ah, on a caressé le point G, il y a un orgasme, on n'a pas caressé le point G, il n'y a pas d'orgasme. C'est pas aussi simple que ça. Être capable de jouir, c'est être capable de se raconter sa petite histoire dans sa tête. Et c'est pas le fait d'avoir été bien caressé sur le point G ou pas bien caressé sur le point G. Est-ce que c'est le cœur ou le cerveau qui fait que l'on tombe amoureux? Alors l'organe du plaisir dont je viens de parler, l'orgasme, c'est toujours le cerveau. La preuve, c'est que tout le monde a des orgasmes au cours de ses rêves. Il y a des rêves érotiques qui donnent des orgasmes. Les garçons le savent, il y a du sperme dans les draps. Les filles, il n'y a peut-être pas de sperme dans les draps, mais c'est exactement pareil. Depuis l'âge de 10 ans, tout le monde éprouve des orgasmes au cours de ses rêves érotiques. Et pourtant, il n'y a personne qui vient toucher les organes sexuels sous les draps. Ça jouit tout seul, main en l'air. Et donc, qu'est-ce qui jouit ? C'est le cerveau. Le cerveau se raconte une petite histoire au cours du rêve, et cette histoire fait jouir. L'organe du plaisir, c'est le cerveau, mais l'organe du désir aussi. C'est-à-dire que c'est pas le zizi, l'organe du désir. Il voit rien, il entend rien, il fait qu'obéir. Et parfois, il obéit pas bien d'ailleurs. L'organe du plaisir et l'organe du désir, c'est le cerveau. Peut-on tomber dans les pommes à cause d'un orgasme ? Tout peut exister, mais en général, ni la masturbation, ni l'orgasme quand on a un rapport sexuel n'entraînent de tomber dans les pommes. Alors, c'est vrai que quand l'orgasme est vraiment très très fort, on peut être un petit peu bizarre après, on peut être un peu avoir envie de dormir, on peut être un peu vidé, mais tomber dans les pommes, non, il n'y a jamais besoin du SAMU pour réanimer quelqu'un qui s'est trop masturbé, et ni non plus pour réanimer quelqu'un par un rapport sexuel. Alors la question de savoir si un rapport sexuel peut tuer, c'est déjà arrivé. Nous avons même eu un président de la République française qui est mort pendant un rapport sexuel. Il fait venir une maîtresse à l'Élysée, et pendant le rapport sexuel, il est mort, et ça a donné tout un tas d'histoires assez marrantes. À partir de quand une fille doit aller voir le gynécologue ? Alors, il n'y a pas besoin de voir le gynécologue, il faut voir, pour avoir une contraception, il faut voir un médecin, pas pour se faire examiner, pour se faire expliquer comment ça fonctionne, comment fonctionne la contraception, et éventuellement se faire mettre un implant. Un médecin ou une sage-femme. On peut également avoir recours, si on est un peu pressé, à une sage-femme. Les sages-femmes, maintenant, apprennent également la contraception, en tout cas ce qui est nécessaire au début de la vie. Mais il y a des médecins généralistes qui font très bien ce travail, et je pense que le pire, c'est de n'aller voir personne. Il faut, quand on se sent amoureuse d'un garçon, quand on se promène main par la main, même si on n'est pas encore prêt de faire l'amour, même si l'autre n'est pas encore prêt de faire l'amour, faut aller voir un médecin ou une sage-femme pour bénéficier d'un implant ou d'une prescription de pilule, mais je préfère vraiment l'implant. Pouvez-vous dire ce qu'est la frigidité et l'impuissance ? Oui. Personne d'entre nous n'est frigide ou impuissant dans ses rêves. Dans les rêves, quand c'est notre inconscient qui est au volant, ça marche toujours très bien. Mais quand on se réveille, c'est l'inconscient qui remet les mains sur le volant. Pardon, le conscient qui remet les mains sur le volant. Et le conscient, il est éduqué. Il a pu être brimé, il a pu être vissé, il a pu être éduqué de manière très sévère. Et il y a des hommes et des femmes qui, du fait de leur histoire personnelle, de leur éducation très sévère, de la manière dont ça s'est passé avec le papa ou la maman, n'arrivent pas à accéder au plaisir lorsqu'ils sont éveillés. Ça se soigne très bien. Comment on soigne ? C'est des gens qui arrivent à jouir la nuit quand ils dorment, mais n'arrivent pas à jouir le jour parce que l'érection ne marche pas, parce que les caresses sont intolérables. Eh bien, quand on est dans une situation comme celle-là, avec les médecins, on remonte l'histoire de l'individu avec son papa, avec sa maman, et très souvent, on trouve le grain de sable qui empêche d'accéder au plaisir quand on est éveillé. Le vagin peut-il être bouché ? Non, le vagin n'est jamais bouché, et il n'y a pas besoin de mettre des choses dedans pour éviter qu'il ne cicatrise. Ça, c'est pour une référence à une blague. Le vagin est un organe qui, de la même manière que la bouche,
de la même manière que le rectum, est tapissé d'une muqueuse et qui fait que le vagin ne peut pas se bouger. En revanche, il y a deux circonstances de pathologie où le vagin peut être impénétrable. Il y a de très rares femmes, 1 pour 6000, qui n'ont pas de vagin à la naissance, elles n'ont que la vulve, et derrière la vulve, il n'y a pas de vagin. C'est très très rare, cette malformation qui fait que le vagin n'existe pas à la naissance, bien on l'opère ça pour recréer un vagin. Et puis il y a une deuxième circonstance qui, elle, n'est pas organique, mais psychologique, qu'on appelle le vaginisme. Certaines femmes ont eu et vécu des choses tellement difficiles dans leur vie qu'elles éprouvent des difficultés à accepter la pénétration et qu'elles contractent les muscles qu'il y a de part et d'autre du vagin de manière si forte que la pénétration est impossible. Ça s'appelle le vaginisme et c'est une pathologie psychologique qui se soigne là aussi très bien. On entend de plus en plus dire que la pilule donne le cancer ou des AVC. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on dit beaucoup de bêtises. Et que les gens qui disent ça, ils devraient aller faire un diplôme de gynécologie parce qu'ils parlent sans savoir. Il n'y a pas de médicament au monde qui ait été plus testé. Et il y a eu notamment une étude très intéressante qui a été faite sur plus de 100 000 femmes. On a comparé plus de 100 000 femmes qui avaient pris la pilule pendant 20 ans et 100 000 femmes qui ne l'avaient jamais prise. Et on a mesuré non pas telle ou telle pathologie, mais l'espérance de vie qui additionne toutes les pathologies. Eh bien, il y a une espérance de vie supérieure chez les femmes qui ont pris la pilule pendant 20 ans par rapport à celles qui ne l'ont pas prise. Donc tous ceux qui racontent que la pilule, ça donne le cancer, ça rend stérile et ça fait grossir, souvent ils ont la clope au bec. Je voudrais dire que prendre la pilule pendant 1 an, c'est moins toxique que de fumer une cigarette dans l'année. Donc la pilule dangereuse pour la santé, ça me fait rire. Alors, pourquoi l'homosexualité est-elle effective à l'âge de 20 ans? Alors, c'est pas une généralité, mais ce qu'on sait de la sexualité, et d'ailleurs tous les jeunes le savent, c'est qu'on a des périodes dans la vie où on est copain avec sa copine, on est copain avec un copain, et on est dans une situation où on a l'impression que son copain, même s'il est du même sexe, on ne peut pas s'en séparer. On a tous eu, pendant notre adolescence, des périodes où on était très attaché à quelqu'un du même sexe. Et l'objet sexuel, on sait qu'il varie au cours de la vie. Par exemple, j'ai rencontré des hommes qui étaient en couple, qui avaient fait des enfants, puis ils se sont séparés et ils sont mis en couple avec un autre homme. Donc dans les différentes phases de la vie, on peut avoir des phases de la vie où on va être plutôt tenté par l'homosexualité, d'autres phases de la vie où on sera plutôt tenté par l'hétérosexualité et d'autres phases où on sera tenté par les deux. Alors il y a une catégorie de gens qui sont des homosexuels qui ne s'intéressent absolument pas aux gens de l'autre sexe, jamais, à aucun moment. Cette homosexualité n'est diagnosticable, si j'ose dire, qu'une fois que les différentes phases de l'adolescence sont terminées, c'est-à-dire au-delà de l'âge de 20 ans. L'implant empêche-t-il l'infection par une MST? Non, ni l'implant, ni la pilule ne protègent contre les MST. Pour se protéger contre les MST, nous n'avons aujourd'hui qu'un seul moyen, quand on ne sait pas tout de l'autre et qu'on veut se protéger d'une potentielle infection, il faut mettre un préservatif. Et pour un deuxième rapport, utiliser un deuxième préservatif. Comment on sait que ça marche? Eh bien, on a par exemple des couples où l'un des deux est séropositif pour le sida, et ces couples continuent d'avoir des rapports, et ils ne se transmettent pas le sida. Et quand ils veulent faire un bébé, ils viennent chez les médecins, on prend le sperme, on le nettoie, on prend les ovules, on les nettoie, on les fait se rencontrer, et on remet les embryons dans l'utérus de la femme. Comme ça, il y a une grossesse qui survient sans qu'on ait enlevé le préservatif. Quelle est la différence entre orgasme et fantasme? Le fantasme, on est dans la catégorie du désir. L'orgasme, on est dans la catégorie du plaisir. D'ailleurs, les fantasmes disparaissent quand l'orgasme a eu lieu. L'orgasme
provisoirement fin au désir. Il y a des gens qui savent très bien maintenir leur désir très vivant, et d'autres qui vont à l'orgasme tout de suite et de manière très précipitée. Ça, c'est affaire de goût et affaire de personnalité, mais l'orgasme, c'est le moment très aigu du plaisir. Les fantasmes permettent d'augmenter l'excitation. Alors, dernière question, malheureusement, il est déjà 15 heures. La stérilité ne dure qu'un temps ou toute la vie? Alors ça dépend des causes de stérilité. Il y a une stérilité qui dure toute la vie, c'est celle qui se produit en fin de vie génitale. Au-delà de 43, 44, 45 ans, les grossesses deviennent exceptionnelles. Cette stérilité-là, elle est définitive. Maintenant, il y a beaucoup de causes de stérilité autres, chez les garçons comme chez les filles. Par chance, la stérilité est rare. Certaines causes de stérilité sont curables. C'est-à-dire que les médecins peuvent trouver des solutions pour faire en sorte que la stérilité puisse être soignée. Et puis quand elle ne peut pas être soignée, on a aussi la solution de faire de la fécondation in vitro et de faire en sorte que, même si on n'est pas capable de guérir la stérilité, on est capable de faire qu'il y ait des enfants qui viennent quand même. Merci professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous pour vos questions très intéressantes. Malheureusement, on doit terminer. Il est 15 heures. Je vous invite à revenir sur ce site internet pour revoir la VOD dans quelques jours. Et voilà, encore merci. Au revoir. Au revoir.